Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la bibliothèque Alexis de Tocqueville dans le cadre de la rentrée littéraire. Et à cette occasion, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Natacha Apana pour cette rencontre dans le cadre, évidemment, de la rentrée littéraire. J'ai remercié aussi Monsieur Franck Lano qui va assurer l'animation de cette rencontre. Je voudrais aussi dire que c'est un double plaisir, d'une part, d'accueillir Natacha et de vous accueillir, puisqu'on a connu une période de disette un petit peu, et donc ça nous fait plaisir de vous revoir nombreux pour cette rencontre, donc merci aussi à vous. Je voudrais aussi remercier, donc, elles sont dans l'ombre, mes collègues Adeline et Sophie qui ont participé et organisé grandement à la préparation de cette rencontre. Je voudrais remercier avec l'aide de l'Action culturelle aussi, qui nous accompagne comme toujours dans ces rencontres. Voilà. Et donc je laisserai le soin à Monsieur Lano de présenter le déroulé de cette rencontre. Et je vous signale qu'à l'issue de cette rencontre, il y aura une vente dédicace proposée en partenariat avec le Brouillon de Culture. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bien, les présentations ont été faites. Alors, nous sommes tous ravis, évidemment, et moi le premier, de vous accueillir pour cette rentrée littéraire, de vous accueillir aussi en voisine, puisque vous êtes caennaise. Et alors, on va parler essentiellement de votre dernier livre, mais comme cela m'a été suggéré, faire aussi un petit retour sur votre œuvre, et à partir donc de 3 livres. Alors, celui que tous vos lecteurs connaissent et dont on vous parle beaucoup, Tropique de la violence, Le ciel par-dessus le toit, et puis Rien ne t'appartient, donc le dernier. Alors, on va donner le plan, comme il faut toujours donner le plan quand on commence un exposé. Donc, on va parler de vous brièvement. Qui êtes-vous, l'auteur? Ensuite, de votre œuvre, après l'auteur, l'œuvre. Après les 3 livres, les uns après les autres. Et puis, la dernière question, qui est la question de clôture et en même temps d'ouverture. J'essaierai de vous demander, je vous demanderai, et vous essaierez de répondre, comment vous passez du monde au livre. Voilà. Comment vous faites tenir tout votre univers dans ces quelques petits cubes de papier et de carton. Voilà. Alors, pour vous présenter, alors moi je me suis inspiré de ce journal que vous avez sûrement vu, qui est distribué dans toutes les bonnes librairies. Et donc, vous faites une petite présentation de vous-même, et j'ai retenu cette expression. Vous vous dites, je suis mauricienne créole. Voilà. Alors, c'est une entrée en matière. Qu'est-ce que ça veut dire pour les lointains normands, une mauricienne créole? Oui, bonsoir, je suis ravie aussi d'être là. Alors, c'est un article qui a été fait dans Livre Hebdo, donc c'est un magazine professionnel pour les libraires. Et je dois avouer qu'on me demande toujours qui je suis, d'où je viens, où je vais, pourquoi je suis là. Et en effet, moi, je suis née à l'île Maurice, donc je suis mauricienne. Oui. Et à Maurice, il y a plusieurs communautés d'origine indienne, d'origine africaine, d'origine européenne, d'origine chinoise. Voilà. Et moi, je suis sur le papier, en théorie et en pratique aussi, d'origine indienne. J'ai été élevée dans une famille avec des traditions, des rites, indiens plutôt. Mais moi, je me suis toujours considérée comme étant une créole, comme la définition de la créole, c'est-à-dire née sur une île. Oui. Et je dis ça aussi comme un double entendre aussi, parce que à l'île Maurice, le terme créole, c'est pour un noir. Et j'aime bien dire que je suis une créole, donc les Mauriciens comprennent une chose, d'autres comprennent autre chose, et j'aime bien garder le flou aussi autour de cela, parce que pour moi l'identité est une notion mouvante, changeante, et finalement elle nous appartient. Oui, l'identité, elle est à la fois derrière nous, mais aussi devant nous. Bien sûr, elle se nourrit de notre passé, évidemment, de notre présent, mais aussi de ce que nous voulons y mettre. J'aime bien, je me souviens, la première année où j'ai vécu à Caen, il y avait un titre de journal qui disait « La Caennaise Natacha Apana », et on m'avait jamais appelé comme ça. Je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas si mal. Voilà, exactement. On est nombreux dans ce cas-là. Alors, donc,
Votre venue à l'écriture, comme on dit, en quelques mots, pour ceux qui ne vous ont pas encore lu, vous avez écrit une dizaine de livres, vous avez écrit des articles, moi je vous ai lu dans La Croix par exemple, vous avez fait œuvre de traductrice, donc quel a été votre parcours qui a fait que vous êtes devenu écrivain? Je crois que j'ai commencé à écrire assez jeune adolescente. Mais sans savoir vraiment ce que je faisais, puisque dans ma famille, personne n'écrivait, et ce qu'on lisait, on lisait pour l'école. On ne lisait pas pour son plaisir ou pour se tenir. Voilà, on lisait vraiment parce qu'il y avait des choses à lire à l'école. Et je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi moi un jour j'ai ouvert un cahier, que j'ai pris un crayon et que j'ai commencé à écrire des histoires, probablement parce que ce que j'écrivais, ce que je lisais me plaisait. Et je pense aussi que l'état dans lequel me mettait cette lecture-là me plaisait. Et j'avais envie de faire pareil. Donc quand on est adolescent, on a toujours envie de faire pareil, on a envie de faire quelque chose qui vous donne du plaisir, qui vous fait aussi avoir une place dans ce monde-là, une place dans votre famille, quelque chose d'un peu caché. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire. Mais je crois que ce que je trouve maintenant assez curieux, c'est que j'ai toujours écrit des choses qui étaient loin de moi. Même en étant adolescente, je n'ai jamais écrit des choses sur une vie d'ado de 14-15 ans. Voilà, et ensuite, quand il s'est agi de choisir un métier, j'ai voulu faire le métier de journalisme parce que j'étais très curieuse des autres et je me disais que ça me permettait de toujours écrire, toujours raconter des histoires. Voilà. Et on dit, beaucoup d'auteurs disent qu'ils sont venus à l'écriture, donc comme vous, pour le plaisir de rentrer dans le monde du livre, d'inventer des histoires, de se raconter des histoires, mais aussi parce que certains livres ont pu être des déclencheurs. Est-ce que dans vos lectures, il y a eu des livres ou des auteurs qui vous ont donné ce goût, cet éveil au désir d'écrire? Oui, plein. Oui. Mais j'ai surtout eu quelques années assez tôt où j'ai lu sans comprendre ce que je lisais, puisque je voulais lire autre chose que ce que la bibliothèque ou l'école me donnait à lire. Et j'avais un oncle qui avait laissé dans un coin de sa chambre, il étudiait à l'étranger, un carton de vieux livres. Et là-dedans, j'ai découvert Brontë, j'ai découvert Camus, j'ai découvert des auteurs indiens comme Naipaul. Et je les ai lus sans comprendre. Mais précisément, il me semble que c'est la rencontre avec Albert Camus, quand j'ai 13 ans, qui fait ce lien-là entre l'écrivain, son travail, son intimité et le dehors, et ce que l'autre ressent. Et il me semble que c'est à ce moment-là que j'ai envie d'habiter ce monde-là, et j'ai envie en tout cas de le créer pour moi. Mais je ne pense pas du tout, mais vraiment pas du tout à la publication ou à l'existence d'un objet qui porterait mon nom ou d'une histoire qui serait mienne et qui serait assez intéressante pour que d'autres la lisent. Tout ça est venu très progressivement, en fait. Oui. Alors, une question, on l'évoquait tout à l'heure brièvement dans la loge, mais quand on vous lit, on se demande comment elle fait. C'est-à-dire au sens propre, quel est l'atelier de l'écrivain. Alors très très concrètement, vous écrivez par exemple un livre comme Rien ne t'appartient. C'est un livre que vous écrivez dans la continuité ou que vous écrivez sous forme sporadique, fragmentaire, détachée. Le travail de construction, il est prévu ou il se fait? J'ai presque envie de dire que je ne répondrai pas à cette question. Oui, c'est ce qu'ils me disent tous. Hein. C'est ce qu'ils disent tous quand on leur pose la question, mais c'est pour ça que je la pose, sinon ce n'est pas intéressant. Non, mais c'est une question tout à fait intéressante parce que chaque livre a un atelier, a quelque chose de propre à lui, j'allais dire presque un univers. Alors pour donner quelques, c'est pas des clés, c'est pas des secrets non plus. Pour ce dernier, ça fait 15 ans que je travaille dessus.
Je l'ai commencé entre mon 2e et mon 3e roman. Et il a toujours existé comme une sorte de brouillon. D'abord dans un cahier, puis dans un ordinateur. Dans un ordinateur, il s'appelait Document 3. Et il a été Document 3 jusqu'à l'année dernière, si vous voulez. Parce qu'après, entre le 2e et le 3e roman, mais j'ai écrit un 3e roman que j'ai terminé. Donc, je suis retournée vers ce Document 3. Ça ne marchait pas. Voilà. J'ai avancé dans ma carrière d'écrivain, j'ai avancé dans ma vie même, si j'ose dire, en ayant ce texte-là, comme si je le gardais sous le coude, mais j'avais la certitude que jamais ce texte-là ne naîtrait. Ah bon? Oui, parce que jamais je n'arrivais à... C'est le vilain petit canard, alors, celui-ci? Non, c'est pas ça, c'est que jamais je n'arrivais à trouver le bon moyen de le raconter. On dit toujours, il suffit d'une histoire, il suffit d'une bonne histoire. Moi, en gros, il faut un thème. Quelquefois, le déclic, c'est un thème, c'est un personnage, c'est une situation. Ici, c'était qui raconte cette histoire et pourquoi elle la raconte et à partir de où elle se tient pour la raconter. Et moi, je n'avais pas tout cela. J'avais cette histoire de cette femme qui perd la mémoire, qui perd sa mémoire immédiate et qui se retrouve assaillie par une autre mémoire dont elle ne supporte pas justement les images ou ce qui lui vient, et même son corps subit d'autres souvenirs. Mais je n'arrivais pas à avoir sa voix. Et j'ai l'impression qu'en réalité, toutes ces années-là m'ont servi à l'aiguiser, cette femme-là, à l'habiller autrement, à lui donner une enfance, à lui donner des désirs, à lui donner un corps, à lui donner aussi une voix. Et c'était mon atelier le plus long qui existait, mais aussi mon atelier le plus patient. Mais parce que je ne suis pas toujours patiente. Ah. Et le titre « Rien ne t'appartient » qui apparaît dans l'œuvre, quand elle entre au pensionnat, on lui dit « à partir de maintenant, rien ne t'appartient ». Ce titre, quand vous avez écrit cette phrase, vous avez senti que le Document 3 s'appellerait comme ça, ou c'est venu plus tard encore? Non, mais vous étiez derrière moi là. J'ai vraiment senti que le Document 3 s'appellerait comme ça, ou alors pourrait s'appeler comme ça. Je me souviens de l'avoir noté en me disant « tiens, ça peut être une pierre blanche. Voilà, un bon titre. » Voilà. Et au fur et à mesure que je continuais, ça se précisait. Mais c'est vrai qu'à la lecture, on a le sentiment que quand la phrase tombe, on dit ça y est, elle a trouvé son titre. Voilà. Alors, il y a une phrase que vous avez dite dans cet entretien qui dit « Je n'ai jamais arrêté d'écrire sur l'écriture », qui est d'ailleurs une belle ambiguïté. Parce que arrêter peut vouloir dire décider et peut vouloir dire je n'ai jamais cessé. Alors le sens c'est pour vous je n'ai jamais cessé. Je n'ai jamais cessé. Alors d'écrire sur l'écriture. Alors voilà. En réalité c'est une question qui m'a été posée dans un contexte particulier parce que dans ma carrière j'ai écrit 4 romans. Mon 4e a été publié en 2007 et ensuite mon 5e en 2015. Donc il y a 8 années qui séparent ces 2 romans-là, le 4e et le 5e, et le journaliste me posait la question de ce trou. Et je lui racontais que ce trou correspond à plusieurs choses dans ma vie personnelle, mais également à ma vie à Mayotte, où j'ai vécu 2 ans. Et pendant 2 ans, je n'ai pas pu écrire. Je pensais que je ne pouvais pas écrire, je n'arrivais pas... J'avais l'idée de mon 5e roman, mais vraiment, je n'y arrivais pas. Et tous les jours, je tenais un journal. Et plus tard, des années plus tard, je me suis rendu compte que je n'ai pas cessé d'écrire sur l'écriture, sur comment je voulais écrire, qu'est-ce que je voulais écrire, comment je voulais avancer et pourquoi je n'arrivais pas à avancer. Donc c'est ça que je lui disais. Et ça peut faire la matière d'un essai ou des feuilles d'un journal publié, ce travail de réflexion de l'écrivain sur son propre travail d'écriture? Absolument. D'ailleurs, toute mon année au journal La Croix, où j'ai tenu la chronique, ce sont des chroniques sur un peu sur ce fil ténu entre l'intimité et le personnel,
entre le privé et le public, entre la vie d'écrivain et l'écriture. Et ça m'a beaucoup nourri ces années, non pas de vide, mais ces années de réflexion. Alors, bon, on a fini la première partie. Alors, pour parler, on a déjà entamé, hein, on n'a pas respecté le planning, puisque bon, on a déjà parlé de votre œuvre. Alors, la cohérence dont je parlais, bon, puisqu'on a ici 3 livres, ce qui est frappant dans votre œuvre, c'est qu'on a des destins qui sont des destins cabossés, des personnages qui en prennent vraiment plein leur vie. C'est le tropique de la violence. On peut presque dire que le titre, non pas résumerait, mais pourrait être un bon titre générique pour l'ensemble de l'œuvre. Et il y a une phrase qui dit « Les gens heureux n'ont pas d'histoire ». Alors vous les gens, vos personnages, c'est exactement le contraire. Ils ont une histoire parce que vraiment, ils sont cabossés, ils sont bouleversés. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce choix de ces destins brisés, tourmentés? Qu'est-ce qui le motive? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez une réponse? Je vais vous répondre par une pirouette, parce que tous mes romans ne comportent pas des destins brisés. Mes premiers ne comportent pas mon 3e, par exemple, ou mon 5e, enfin bon, voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne pars pas de ce principe-là, de ce projet-là, de cette intention littéraire-là, qui est de dire je vais raconter un destin brisé. Ce qui m'intéresse profondément, c'est comment l'extraordinaire rejoint l'ordinaire. Comment une chose qu'on n'attend pas vient briser la banalité de notre vie. Et dans ce basculement, dans ce creux, j'ai l'impression qu'à ce moment, je peux déployer quelque chose. Mais je ne me dis jamais, je vais prendre quelqu'un qui a bossé. Oui, on s'en doute bien. Vous ne partez pas d'une espèce de fait divers qui serait le pur plaisir de voir des personnages malmenés. Non, on est bien d'accord. Mais c'est souvent la mémoire, par exemple. C'est souvent l'idée que la mémoire est quelque chose qui vient nous hanter. C'est parfois l'idée d'une enfance qui serait brisée par quelque chose. Pour Tropique, puisqu'on parle de Tropique, c'était vraiment l'expérience que j'avais eue sur cette île pendant 2 ans. Et c'était une expérience qui était, en tout cas pendant mes années sur place, absolument impalpable pour moi, inracontable. Et je ne savais pas pourquoi je n'arrivais pas à raconter. C'est quand je suis revenue en métropole, donc en France, que j'ai commencé, peut-être la distance m'a permis de creuser un peu et de dire la multiplicité de destins. Il me semble aussi que moi je suis née dans une famille où mes arrière-grands-parents sont arrivés pour remplacer les esclaves dans les champs de canne. Donc après l'abolition de l'esclavage, il y a eu tout un commerce pour remplacer les esclaves noirs au champ, et mes arrière-grands-parents sont arrivés à l'île Maurice tout à fait par hasard. Ils auraient pu arriver à La Réunion, aux Antilles ou en Afrique du Sud. Ils ont pris un bateau et ils sont arrivés à l'île Maurice. Et moi, dans l'enfance, j'ai été nourrie d'histoires terribles, même terrifiantes, de travail d'une vie de labeur ou d'une vie où la mort côtoie la vie de manière si banale, si ordinaire. Et imaginez-vous, moi j'étais une petite fille tout à fait classique des années 80. Ma mère était enseignante, mon père ingénieur, j'allais à l'école normale et j'entendais ces histoires-là. Et ces histoires-là, elles ne m'étaient pas racontées comme si elles avaient 3 siècles. Elles m'étaient racontées comme si elles étaient hier. Et je le sentais, ça, chez mes grands-parents, que ce n'était pas vieux, que c'était ancien mais pas vieux. Et je suppose que ça m'a beaucoup marqué. Oui, alors c'est vrai qu'il y a à la fois dans votre livre ces assauts de violence, sur Mayotte par exemple. Moi j'avais lu sur Mayotte, j'avais lu comme tout le monde les récits de ces gens qui viennent en barque, mais en fait paradoxalement c'est le roman, c'est votre roman qui m'a non pas fait comprendre ce que ça dit, mais ce que ça veut dire.
Et le détour par la fiction, le détour par les personnages permet de comprendre de l'intérieur. C'est pour ça qu'on fait ces destins, ce personnage de Moïse, ce personnage de Bruce, qui sont des personnages de certaine manière extrêmes, mais finalement portent une vérité qui, je trouve, que seul le roman peut exprimer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il me semble que la fiction a un pouvoir évocateur qui est tellement plus puissant qu'un documentaire. Et ça, c'est une chose qui m'avait beaucoup marquée. C'est-à-dire, quand j'étais arrivée à Mayotte, mes premières années, je me disais, mais tu as lu des choses sur cette île. Tu as vu on t'a raconté, tu as vu des documentaires. Et pourquoi tu n'es pas prête? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est si triste et terrible et incompréhensible chaque jour? Et après, j'ai compris qu'il n'y a que le roman qui peut dire la vérité d'un moment. Et nous avons tous ici, là, non pas une vérité universelle, mais la vérité personnelle, intime d'un moment que nous vivons. Et cette intimité de la vérité, elle ne peut se dire que dans un roman. Absolument. Et puis moi, j'étais très agacée également par... vous savez, on dit toujours ce roman est universel, ou ce roman dit beaucoup de choses. Moi, je suis agacée par l'uniformité du visage du migrant, ou du visage de la misère, ou du visage d'une certaine pauvreté quand c'est là-bas, quand c'est loin, quand c'est ces gens-là. Et moi, je voulais vraiment dire qu'il y avait une diversité, une multiplicité de destins, de désirs, d'ambitions, de rêves sur un même territoire. Alors, ça, bon, on est déjà dans le tropique de la violence, mais je trouve que c'est un roman qui illustre vraiment très bien, enfin, il faut me dire qu'il illustre, mais enfin qui met vraiment en évidence le fait, ce que vous disiez, que d'une réalité qui est une réalité, on pourrait dire, observable, si on veut passer à une vérité qui soit une vérité profonde, existentielle, le journalisme, avec la plus grande bienveillance qu'on puisse avoir pour les journalistes, le journaliste va donner d'une certaine manière l'écume des choses. Le roman va pouvoir faire accéder à une vérité des profondeurs. Et ce que vous racontez, d'ailleurs, les personnages ne sont pas réels, mais ils sont vrais. Moi, je pense, par exemple, quand vous décrivez Gaza, est-ce que ça existe, Gaza? Ça existe. Voilà. Alors, ça existe, mais moi, je l'ai lu. Mais la façon dont vous le présentez, on peut lire Gaza? Est-ce que vous nous liriez un tout... Si vous voulez, oui. Voilà. Parce que je sais que vous aimez bien lire. Alors, donc moi j'ai choisi Gaza. Alors Gaza, il faut qu'on le dise, hein, c'est quoi, comment on peut l'appeler, une espèce de zone sans droit, sans foi ni loi. C'est un bidonville. Un bidonville, voilà, exactement. C'est un bidonville, et on l'a. Son nom officiel, c'est Kaweni. Oui, et on l'appelle Gaza du nom de la bande de Gaza. Gaza est tagué sur le mur. Voilà. Et d'ailleurs, tous les officiels, les responsables, les adultes, surtout de ce coin-là, vous disent qu'il ne faut pas dire Gaza. Mais moi, ça m'a toujours fasciné que les jeunes, qui sont parfois sans éducation, mais qui regardent la télé, qui ont accès à Internet, ont finalement baptisé ce lieu-là eux-mêmes comme Gaza. Alors, on peut commencer, on commence au vent et on finit à Mayotte. Au vent, d'accord? Et on finit à Mayotte. Le vent a sifflé dans les branches et nous nous sommes regardés. Je ne sais pas qui a surnommé ainsi le quartier défavorisé de Kaweni à la lisière de Mamoudzou, mais il a visé juste. Gaza, c'est un bidonville, c'est un ghetto, un dépotoir, un gouffre, une favela. C'est un immense camp de clandestins à ciel ouvert. C'est une énorme poubelle fumante que l'on voit de loin. Gaza, c'est un no man's land violent où les bandes de gamins shootés ou chimiques font la loi. Gaza, c'est Cape Town, c'est Calcutta, c'est Rio. Gaza, c'est Mayotte, c'est Gaza. Gaza, c'est la France. J'ai fermé les yeux. J'avais peut-être l'espoir que tout ça ne se révèle un cauchemar. J'ai pensé, voilà,
ça va être la guerre à Mayotte. Merci. Alors, donc ça c'est on voit que c'est d'ailleurs pas simplement un cadre au sens d'un simple machin qui encadrerait une histoire. Le lieu est déjà le personnage de votre roman. Alors, ce qui est impressionnant dans ce roman, c'est son caractère choral. Au lieu d'avoir choisi le destin d'un personnage, vous les faites dialoguer. Un personnage de mère, un personnage de fils, un personnage de brute, le personnage de l'homme en prison. Alors là encore, comment vous avez orchestré, puisque si c'est un roman choral, il y a forcément un chef d'orchestre, comment vous avez orchestré ces différents éléments? Vous les avez écrits dans la continuité, vous avez brouillé les cartes? Non, c'est un roman qui a eu trois tentatives, je dirais, dont la dernière, c'est étrange, et j'espère garder longtemps cette intuition. C'est-à-dire, je le termine, je sens que il est correct, mais je ne peux pas me contenter de correct. Correct, ça fait pas un roman. Et je me dis, il est correct, mais c'est pas ça. C'est comme si je visais une cible et j'atteignais toujours un tout petit peu à côté, mais jamais. Et il se trouve que j'habitais à Caen, donc j'avais demandé une bourse au CNL pour pouvoir retourner à Mayotte. Et en 2015, je retourne. Mais je retourne à Mayotte avec le temps du dépôt de la bourse, etc. J'avais terminé ce roman-là. Et je me dis, bon, je pense que je vais y aller pendant 2 semaines et ça va me conforter dans l'idée que ce roman, ça va. Il y a peut-être des choses de l'ordre du climat, de la géographie à ajouter. Donc j'y vais, j'avais vraiment préparé mon voyage, c'est-à-dire pendant 2 semaines, j'ai travaillé avec des policiers, des infirmiers, voilà. Et donc j'arrive à Mayotte 4 ans et demi après l'avoir quitté. On arrive à La Réunion et puis on prend un autre avion pour aller à Mayotte. On arrive à 11h. Et je me souviens très bien de mon arrivée à 11h. Il y a un pompier que j'avais contacté, qui en avait échangé, qui vient me chercher. Et à 12h30, je savais ce qui n'allait pas. J'avais retrouvé tout ce que j'avais oublié, c'est-à-dire cette multiplicité des voix. Et j'avais oublié comment à Mayotte se côtoient le palpable et l'impalpable, les morts et les vivants, les récits des autres et le vôtre, votre vérité et la réalité d'un autre. Et je me dis, mais si je ne mets pas plusieurs voix dans ce texte-là, ce ne sera pas ce territoire-là. Et donc j'ai fait 2 semaines, un peu plus, à Mayotte. Je suis rentrée à la maison. J'ai tout cassé. Tous les personnages existaient. Vous avez tout cassé parce que c'est tout cassé à Mayotte. Oui, la forme-sens, elle est vraiment là. Oui. Si votre roman est chaotique, oui, il faut dire le chaos avec le chaos. Oui, et puis j'avais vraiment l'impression tout au long de ce séjour-là d'être dans une tragédie grecque. Où il y avait un amphithéâtre, où il y avait des voix, il y avait un chœur, vous savez, le chœur. Et qu'il y avait le chœur, mais presque d'outre-tombe, qui répondait, cette mer, ce lagon, et tous ces gens qui viennent vous raconter leur histoire de violence, ou leur manière de flirter avec la violence, ou tous ces gens qui ferment les yeux, qui ferment les oreilles aussi. Donc j'ai tout cassé pour que chacun ait non seulement sa voix, mais également sa vérité. Et alors, dans les binômes que vous proposiez, le palpable, l'impalpable, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est le rapport entre le réalisme et le magique. Parce que ce personnage de Moïse, qui porte un nom biblique et prophétique, il est un enfant marqué par une espèce de fatalité. Il a les yeux verrons, et on dit que c'est l'enfant des djinns. Donc il y a toute une part de magie quand même que vous n'avez pas gommée. Au contraire, elle infuse l'écriture aussi, parce que vous avez une écriture qui... Moi, j'ai pensé à ce qu'on appelait le réalisme magique des romans sud-américains. Je ne sais pas si c'est une de vos influences ou une de vos références, mais j'ai pensé à des pages de Marquez, par exemple, ou de Fuentes, pour décrire ce caractère outrancier, chaotique, hubrique
au sens de la tragédie grecque que vous évoquiez? C'est pour moi toute la présence de la culture populaire dans les îles, pas seulement à Mayotte, mais également aux Antilles, à l'île Maurice, à la Réunion, au Sri Lanka, la présence de ce qu'on cache, la présence de ce que la superstition, comment dire, on peut être très éduqué, vraiment très éduqué, faire des grandes écoles, aller à l'étranger, avoir un travail, gagner plein d'argent, avoir plusieurs voitures, regarder Netflix, mais au fond de sa maison, il y a toujours une idole qu'on va prier pendant un moment particulier parce que cet impalpable-là reste en soi. Et à Mayotte, évidemment, le grand pouvoir de la superstition, le grand pouvoir aussi des tares physiques d'une personne, par exemple... alors pas à Mayotte, mais dans les autres îles des Comores, il y a vraiment l'opprobre jeté sur les maladies psychiatriques. Les fous sont enchaînés parce que celui qui ne contrôle pas son cerveau est considéré comme étant le diable. Donc vraiment, la mainmise de la superstition, elle est très grande. Et ça vous le restituez très bien dans les discours, dans les monologues des personnages, dans les dialogues. Alors, on va faire le lien avec le deuxième, parce que Verlaine, qui est donc le titre, puisque le ciel par-dessus le toit, évidemment, c'est Verlaine, et déjà dans le Tropique, vous aviez lancé une pierre d'attente pour Verlaine que le lecteur n'a pas manqué de remarquer. Alors, moi, ce qui m'a frappé dans ce deuxième livre, donc je le montre, ça c'est l'édition Folio, avec une jolie couverture, je trouve très parlante quand on a lu le texte. Je trouve que ce qu'il y a de très fort dans ce livre, c'est que pour la première fois, j'ai compris ce que c'était qu'être en prison. Parce que je sais ce que c'est qu'être en prison, j'ai vu des films, je ne suis pas débile. Mais là, je l'avais vu un peu avec Victor Hugo dans le dernier jour d'un condamné, mais c'est la prison du 19e, et puis chez Hugo, la métaphore mange un peu la vision précise. Là, il y a vraiment l'emprisonnement. Je trouve que c'est les pages les plus étonnantes, d'autant plus qu'on sait que le ciel par-dessus le toit, c'est le moment où ce pauvre Verlaine, lui aussi, est en prison et voit le ciel bleu. Alors, vous avez eu une expérience de visite de prison, de connaissance de la prison? Parce que je vois la maison d'arrêt de C. Ça commence par la lettre C. Alors je me suis dit C, c'est peut-être Carouge, c'est peut-être le Cercueil, ou c'est peut-être Caen? Oui, c'est Caen, c'est la maison d'arrêt de Caen. Alors pour vous dire la vérité, puisqu'on est entre nous... Et ça ne sortira pas d'ici. Ça ne sortira pas d'ici, exactement. Après Tropique de la violence, je sentais que enfin, plusieurs moments, je tourne autour de l'enfermement, que ce soit sur une île ou l'enfermement dans une culture, l'enfermement dans un statut social. Dans la folie. Dans la folie, bien sûr. Dans les superstitions, dans une sorte de mainmise sur le cerveau. Et j'avais vraiment le grand désir d'écrire un livre frontal, enfin, j'appelais ça, dans mon cahier. Frontal. Oui, frontal, oui. Sur l'incarcération. Ouais. Et je me disais que vraiment j'aimerais beaucoup travailler là-dessus, et donc j'ai demandé au directeur de la maison d'arrêt de Caen, enfin j'avais fait plusieurs demandes ailleurs, puisque au cours de mon travail, il m'est arrivé de rencontrer des jeunes dans les centres d'enfermement un peu partout en France, ou d'aller voir des personnes incarcérées, souvent chez les femmes, mais beaucoup de jeunes aussi. Et c'est des moments qui me semblaient des concentrés à la fois de retenue et d'éclatement. Et vraiment, j'avais très envie de ça, et donc j'avais demandé à faire des stages un peu partout, et c'est le directeur de la maison d'arrêt de Caen qui m'a répondu et qui m'a dit qu'il ne pouvait pas se permettre
de m'accueillir des semaines, mais il pouvait m'accueillir 2 heures par-ci, 2 heures par-là, 3 heures par-ci, 3 heures par-là. Et donc moi j'ai accepté. Et avec quel statut de visiteuse? Alors c'est ça, parce que c'est un monsieur formidable. Oui. Je mens presque jamais, enfin, je dis presque. Oui. Et je lui ai dit, je veux écrire un roman. Oui. Et il m'a dit d'accord. Alors ça doit être la bonne élève avec les parents que j'ai eus. J'avais lu vraiment ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Donc quand il me disait des choses, voilà, j'avais un échange. Ne pas confondre la maison d'arrêt et la centrale. Exactement, ça vous le dites très bien dans le texte. Exactement, Oui. pas confondre. Oui. Et je ne voulais pas qu'il ait l'impression que j'étais que j'étais quelqu'un qui était juste curieuse. Et donc je passe plusieurs heures, plusieurs fois dans la maison d'arrêt, là, en haut, que vous connaissez, avec cette grande porte bleue. Et la première fois, j'arrive avec, en même temps que les visiteurs. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a que des femmes. Oui, vous les décrivez d'ailleurs, et la façon dont elle... Moi j'ai pensé que c'était... Je me suis dit, mais c'est pas possible, elle était dans la file d'attente, elle l'a vécu. Il n'y avait que des femmes. Je me suis dit, mais où sont les hommes? Où sont les frères? Où sont les pères? Où sont les fils? Et là, il n'y avait que des hommes. Donc, c'est la première fois. Déjà, moi qui voulais écrire un texte sur un jeune homme en prison, la première chose que je remarque, ce sont les femmes. Donc ensuite, les fois où j'y vais, donc je suis dans le bureau du surveillant, alors j'ai quelque chose, c'est que moi, quand on me dit de rester dans un coin, je reste dans un coin. On m'oublie, je ne fais aucun bruit, et souvent on m'a oublié dans le bureau du surveillant, alors que, je suis désolée, hein, quand je devais rester 3 heures, je suis restée 4. Et pourtant, je n'ai pas une couleur invisible, mais on m'a oubliée, et j'entends des histoires, j'entends des choses. Et quand je rentre chez moi, j'arrive à faire le lien, je comprends comment ça marche, la prison, j'entends, vous savez, le bruit. Oui. Ça, c'est ce que vous décrivez le mieux. Mais c'est étonnant parce que vous êtes une visiteuse, mais vous la décrivez comme c'est de l'intérieur. Oui. Alors qu'en général, quand un visiteur, on est de l'extérieur. Oui, et là, c'est vrai, sur toutes les sensations, les odeurs, les perceptions, les petits détails impalpables. Mais il me semble... Alors, je dis que je suis curieuse, mais quand je vais quelque part pour un livre, je ne vais jamais en curiosité. Je ne vais pas comme si je suis en train de faire une étude sociologique. Je vais justement comme si je suis nue. Et j'ai un tel besoin de comprendre, d'être à la place, mais tout en n'oubliant pas que je ne serai jamais à la place. Et dans ces heures-là, je vois régulièrement un garçon et je comprends ce qu'il a fait parce que justement on m'a oublié et que je comprends qu'il y a plein de choses. Et de ce garçon-là, je n'arrête pas de penser à sa mère. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis, mais en fait, c'est pas son histoire que je dois raconter. Je dois raconter l'histoire de sa mère, d'abord. Et voilà comment ce livre frontal sur l'incarcération devient un livre sur l'empêchement d'une mère, et ensuite, bien sûr, sur l'incarcération de son fils. Alors, oui, parce que vous évoquez les femmes, c'est un très beau trio que vous mettez en scène. Le personnage s'appelle Lou. Alors pour un prisonnier, c'est fabuleux, quoi. S'appeler Lou, qui est l'animal sauvage et indocile par excellence. Donc Lou va être en cage. Et puis la mère a 2 noms. Et la sœur est aussi la cause de son incarcération malgré tout. Il y a un trio, là encore, un trio tragique. Vous aviez parlé de la tragédie. Il y a quelque chose comme une espèce de fatum là qui vient régir leur destinée. Et alors, je peux lire, oui, je vais lire à mon tour, un petit moment sur le moment où Lou entre dans la porte de la prison. Et là, moi, je trouve qu'on sent vraiment, on palpe l'emprisonnement. Il ferme la porte. Lou fait son lit. Il ne pense à rien. Entre le moment où il est sorti du fourgon et maintenant, son cœur s'est fermé. Peut-être qu'il y a été préparé pendant ces longues années où sa sœur lui a manqué, ces nombreuses fois où il a espéré autre chose de sa mère, un peu de tendresse, juste une main qui s'attarde sur l'épaule, dans les cheveux, un baiser comme ça en passant, un regard plus doux, 3 fois rien. Ces journées passées, seul, chez lui, à attendre,
à courir, à attendre à nouveau. Il installe la savonnette, le rouleau de papier et le livre sur son lit côte à côte. Il les observe longuement, jusqu'à ce que ces objets soient dénués de leur sens premier. Il les rapproche un peu plus les uns des autres, et il y a comme une consolation à voir ces choses inanimées ensemble, collées, serrées. Dehors, à travers les barreaux, bravo l'assaut, il y a une cour jonchée de bouts de papier, de bandes de tissu, de bouteilles en plastique, de petits sacs noirs. Il entend « Hé, le nouveau, t'as des clopes? Tu t'appelles comment ?» Et j'aime beaucoup ce passage parce que, finalement, il y a tout le roman. Il y a à la fois l'intériorité du personnage et toute sa mémoire, il y a la mère et la sœur, et puis il y a les objets du quotidien. Et finalement, il est un peu le délégué de votre regard, puisqu'il les voit comme s'il les voyait pour la première fois, comme s'il était en train de les découvrir. Et puis après, bon, le réel revient avec « t'as des clopes, comment tu t'appelles ?» Et il répond d'ailleurs par son numéro d'écrou. Hein, voilà. Donc oui, ça m'avait beaucoup étonné et marqué, ça, ce numéro d'écrou. Oui. Et je trouvais que ce garçon-là, qui avait un prénom, comme vous l'avez dit, qui s'appelle Lou, mais qui n'arrivait jamais à habiter ce prénom, parce que sa mère voulait qu'il soit un vrai loup, qu'il soit un véritable homme, qu'il se débatte, qu'il ne soit pas ce sorte d'adolescent timide, ne sachant pas ce qu'il veut, un peu rêveur. Et je trouvais que finalement, peut-être lui, il pourrait recevoir ce numéro d'écrou comme son véritable surnom en réalité. Et là, il y a un très beau moment, c'est le moment où vous le faites parler. Il y a un monologue de Lou. Et là, j'ai pensé, alors on dirait que c'est vraiment un coup de bol, parce que j'ai pensé à Virginia Woolf, qui veut dire loup, et c'est vraiment le monologue intérieur, le stream of consciousness, on l'entend, et là, alors là, vous habitez son emprisonnement. C'est, je trouve, un des passages, vous le découvrirez, je ne vais pas tout lire, mais quand vous trouverez le texte, n'oubliez pas la page 137, je trouve que c'est un très beau, non pas un morceau de bravoure, mais au contraire un morceau de faiblesse humaine, mais en même temps de grandeur de cette faiblesse. Voilà. Alors, on en vient au dernier, on est dans les temps. Alors, Rien ne t'appartient, donc c'est votre dernier ouvrage, voilà, je le montre. Alors, il vient de sortir il y a quelques heures. Là encore, on va retrouver des personnages très forts, des personnages marqués par des destins compliqués. Alors, c'est un roman, comme je vous le disais tout à l'heure un peu en aparté, à la fois très simple et très savant. Il est très simple parce que quand on regarde le fil du scénario, c'est très court, on peut le résumer en quelques phrases, hein, le destin d'une femme, mais vous n'écrivez pas ce scénario. Là encore, vous passez d'une temporalité à l'autre, d'un lieu à un autre, vous avez un art consommé de cette espèce de jeu de va-et-vient qui à la fois surprend et même quelquefois déstabilise le lecteur, mais étant déstabilisé, il se dit mais oui, c'est ça sa vie. Sa vie, c'est cette espèce de bilboquet perpétuel de cette gamine pour qui tout devait aller très bien entre son papa intellectuel, sa maman attentive, et puis tout bascule. Alors là, pour le coup, vraiment dans l'horreur, sans qu'on sache exactement où on se trouve. On sait qui elle est, on ne sait pas dans quel pays on est. Alors on va pas tout révéler parce qu'il y a aussi un des plaisirs de la lecture découverte. Donc je vais vous laisser dire ce que vous voulez dire du point de vue minimal de l'information. En gros, les 5 W, c'est qui, c'est quoi, c'est quand, c'est où et comment ça marche. C'est parce que journalistique, votre groupe. Exactement. Comment, pourquoi. Voilà. Vous avez parlé en tout cas de la forme. Et il est vrai que pour moi, particulièrement pour celui-là, dont j'avais l'idée, comme je disais au début, il y a longtemps, j'avais l'idée de cette femme qui se retrouvait assaillie par une mémoire qui est la sienne, mais dont elle ne veut plus affronter. Je voulais travailler dessus. J'avais aussi fait un reportage il y a quelques années au Sri Lanka. Et je sais que au cours de mon travail sur ce document 3, le climat géographique
du Sri Lanka est entré dans ce texte-là. Notamment, il m'était arrivé quelque chose. Donc, c'était un reportage sur comment les victimes du tsunami reconstruisaient leur vie sur la côte ouest, notamment en suivant un chemin de fer qui avait déraillé avec la grande vague. Et je sais pas, au 3e jour de mon reportage, j'avais semé mon guide parce qu'il était très désagréable et je m'étais enfoncée là où il voulait pas que j'aille et je suis tombée sur un lieu très étrange avec une sorte de domaine, de temple abandonné. On sentait là qu'il y avait une gloire passée incroyable. Les temples semblaient luire de l'intérieur. Et ce qui était très, à la fois magnifique et un peu effrayant, c'est que la nature, je sais pas, vous savez, dans les reportages sur la nature, parfois on fait des accélérés où on voit les plantes grandir, on voit la fleur. Ce qu'on voit encore, par exemple. Oui, voilà. Oui. Et j'avais l'impression que c'était comme ça. J'avais l'impression que la nature grandissait chaque seconde, puisque quand je marchais, j'avais l'impression, j'avais des frissons dans le dos, parce que j'avais l'impression qu'on me regardait. Il y avait une nature tellement vivante, bruissante. Et je me souviens m'être dit, mais si tu mets pas ça dans un roman, tu n'as rien compris. Et voilà. Et c'est arrivé dans le document 3. Donc il y avait déjà le climat. Et après, Le ciel par-dessus le toit, j'ai eu l'idée de ce texte en 2 parties. La première partie serait la nuit du personnage et la deuxième partie serait sa vie. Sa vie en plein jour, sa vie dans le sens frontal du terme. Et dans la première partie, il est vrai qu'on peut être déstabilisé, mais c'est parce que je voulais vraiment... Ah mais on est heureusement déstabilisé, oui. C'est-à-dire, c'est pas, entendez bien, cette déstabilisation, elle a quelque chose de très roboratif, de très prenant. Hein. Oui, mais c'est parce que je voulais instaurer le trouble. Oui. Ah mais il existe, voulais oui. instaurer cette chose instable, indistincte, où on se demande, mais est-ce que ce qu'elle pense voir est vrai? Ce qu'elle pense sentir est vrai? Parce qu'il y a des moments où même elle se met à danser, elle se met à se transformer, même comme une jeune femme, même son âge est indistinct. Oui. Et par la langue, par la ponctuation, par exemple, j'ai vraiment tenté d'instaurer ce trouble-là, parce que pour moi, c'était comme un limon, vous savez, le lit de la rivière, comme un limon dans lequel elle se bat, et pour arriver à enfin dire ce qu'elle a à dire, à enfin affronter ce qu'elle a affronté. Précisons pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, cette femme, elle a 2 noms. Elle s'appelle Victoire et elle s'appelle Liberté, ou Libération. Vous donnez les... Hein, si je me souviens bien. Oui, Liberté. Vijaya s'appelle voilà. Victoire. Le premier nom, c'est Victoire. C'est son nom... que son père lui a donné. Que son père lui a donné. Et le deuxième nom, qui est Liberté, c'est le nom d'après, finalement. C'est le nom qu'elle a choisi. Et qu'elle a choisi, voilà, exactement. Ce rien ne t'appartient, c'est bien sûr, voilà. Rien ne t'appartient jamais... ici, mais jamais, mais aussi rien ne t'appartient, même ton prénom, puisque à partir du moment où elle est séparée de ses parents, elle est également séparée de son prénom, puisque plus personne ne lui parle. Et quand on lui parle, c'est pour l'affubler de prénoms qui veulent épouser son comportement, qui veulent dire qu'elle est en cage, ou qui veulent dire qu'elle se comporte mal, ou qui veulent dire qu'elle se comporte pas comme il faut. Et son dernier prénom, qu'elle portera jusqu'à la reste de sa vie, c'est un prénom qu'elle a choisi. Et qu'elle il y a Avril aussi. Oui, mais ça, c'est pas un prénom qu'elle choisit. Ben non, exactement. Ça, c'est le nom qu'on lui colle. D'ailleurs, c'est même au sens propre, c'est un nom de mois. Il y a avril, il y a novembre. Oui, c'est parce qu'elle arrive au mois d'avril dans ce refuge où elle est enfermée. Et toutes les jeunes filles qui arrivent portent le nom du mois dans lequel ils arrivent. Là aussi, il y a des pages qui sont d'une très très grande violence et d'une très grande force sur cet orphelinat, ce pensionnat dans lequel toutes ces gamines... j'ai pensé à ce film, là, je me souviens plus comment ça s'appelle, cette série américaine où on voit toutes ces femmes qui... la servante écarlate. Non, c'est pas un truc comme ça. Oui. Ah oui, c'est pas la même chose. Non, pas du tout, mais quand on voit toutes ces jeunes filles qui sont là dans le pensionnat... Et qui sont blancs. Et qui sont blancs, voilà, toutes enfermées...
J'ai pensé à ces espèces de camps, parce que c'est un camp, quoi. Elles sont... Non, elles sont... Vous savez, Franck, ce qui est très ironique et triste, c'est que moi, j'ai déjà été dans un refuge comme ça, parce que j'ai travaillé un peu point de vue social. Ensuite, j'ai été très étonnée quand on lit l'histoire. Tous les pays, tous les continents, toutes les époques ont un lieu où les pays parquent les filles. Il y a toujours un lieu où on met les jeunes filles, les petites filles, plutôt les jeunes filles adolescentes, vous savez, ce moment où il y a le bascule entre l'âge enfant et l'adolescent, où elles ne se comportent pas bien, et tous les pays ont un lieu où on parque les filles, pour différentes raisons, et où on les traite comme des prisonnières. Ben oui, c'est pour ça que je te disais que c'est un camp, ça donne vraiment l'impression, ça ressemble au pensionnat. C'est un camp de travail. Oui, c'est ça. Elles travaillent du matin jusqu'au soir pour pouvoir payer leur logis, pour pouvoir être blanchies et logées, en fait. Et pour pouvoir, d'une certaine manière aussi, expier leur Alors ça, faute. il faut expliquer les filles gâchées. Ça, c'est une formule impressionnante qui revient souvent. Oui. C'est un mot qui existe ou c'est un mot que vous avez forgé? Écoutez, je ne peux pas dire que je l'ai inventé, c'est un mot que j'ai trouvé, mais je suis sûre qu'elle existe, que cette expression existe. Nous, on dirait filles perdues, mais là, c'est filles gâchées. Là, vraiment, je voulais vraiment mettre ce mot gâché comme quelque chose, comme un fruit gâché, comme quelque chose qui serait pourri et qui changerait de forme, et surtout qui garderait une sorte d'odeur, un sillage, et qu'à partir du moment où on est gâché, on ne peut plus revenir en arrière. Parce que ces filles-là sont considérées comme étant des choses. Des êtres, des choses, presque comme des fruits en fait, qui doivent garder une certaine beauté, un côté intact en elles. Et à partir du moment qu'elles sont gâchées, elles ne sont plus bonnes à rien. Mais nous avons tous notre notion de fille gâchée. Oui, tout à fait, oui, absolument. Tous les pays, absolument. toutes les sociétés ont leur notion de fille gâchée. C'est la formule que je trouve très, très, très parlante. Alors, il y a des pages extraordinaires sur la danse. Alors, il faut que vous nous parliez de cette danse. Alors, j'essaie de le prononcer correctement, parce que je l'ai écrit Bharatanatyam. Oui, le Bharatanatyam. Oui, alors ça, c'est impressionnant, ça. Moi, je ne connaissais pas. Oui, c'est pas grave. Mais non, mais j'ai appris, j'adore, j'apprends des choses. C'est pas grave, d'ailleurs, le bandeau, c'est une... Donc j'ai bien vu que c'était pas insignifiant, qu'il y avait quelque chose d'essentiel. Oui, après, c'est les choses de l'édition, vous savez, moi j'ai vraiment voulu mettre quelque chose de beau. Je sais, c'est un peu simple de dire ça, mais je voulais pas un visage de miséreux ou une jeune fille. Je voulais pas de ça. Je voulais quelque chose de coloré, quelque chose de beau, parce que la danse dans ce texte-là, c'est au-delà de la forme de la danse, au-delà de la discipline, c'est également une façon de mouvoir son corps. C'est une façon de gérer la liberté de son corps, les contours de son corps, et c'est une façon d'aimer pour la fille. Et alors, pour parler de cette danse, c'est une danse ancestrale, c'est une danse classique. Oui, j'ai regardé tout ça, voilà. Tout ça existe, mais c'est très documenté, c'est passionnant. Hein. Oui, c'est une très jolie danse. Alors moi, je l'ai pratiquée un tout petit peu, et avec beaucoup de mal, parce que c'est une danse très difficile. C'est une danse qui se pratique presque toujours les genoux fléchis, donc c'est très physique. Avec les bras levés, enfin bon, il y a un certain nombre c'est comme en danse classique, j'allais dire occidentale, les positions des pieds, la première, la seconde. C'est une danse, ensuite, quand on la maîtrise, donc c'est une danse où on interprète des pièces de théâtre. On interprète la guerre, on interprète l'amour, on interprète la rivalité, on interprète la jalousie, on interprète l'éclosion des plantes. C'est une danse qui permet une palette d'expression
sans tabou, Oui. alors que c'est une danse qui quand même provient d'un pays pétri de tabous. Mais non, c'est une danse qui est d'une sensualité extrême. Et je trouvais ça très à propos pour cette jeune fille qui a appris pendant les 13 premières années de sa vie comment utiliser son corps comme elle le voulait, librement, pour sauter, pour danser, pour goûter également, pour aimer. Ensuite, il y a des pages d'une sensualité torride. Ouais, Ah oui. si vous le dites, oui. Ah oui, oui. Ah oui, non, c'est vrai. Moi, Assumons. Ah oui. Je pense que, vous savez, je pense que là, à partir du moment où j'ai compris que ce texte-là s'écrirait avec la peau du personnage, Oui. c'est-à-dire elle dirait comment elle goûte ce qu'elle ressent, comment lui reste la caresse de sa mère sur son épaule, ou le baiser de son père sur son front, mais comment lui reste aussi le premier baiser de ce garçon qu'elle a connu, ou la manière dont sa jupe virevolte. À partir du moment où j'ai compris cela, j'ai compris que ce texte serait un texte de la peau, serait un texte de la sensualité, et que la danse, tout particulièrement cette danse-là, ferait partie d'elle. Et d'ailleurs, quand elle... Pardon. Non, je vous prie. La première partie où elle se souvient et qu'elle ne veut pas se souvenir, c'est la danse qui lui vient en premier. Bien sûr. Comme si le corps, vous savez, avait une mémoire que l'esprit ne pouvait pas étouffer, quand bien même il essayait. Oui, ce qui est très proustien, c'est que la mémoire, elle est affective, elle est sensitive, les goûts, les odeurs, qui parlent beaucoup plus et beaucoup plus profondément que les mots ou les idées abstraites. Alors là encore, bon, ce personnage de femme, là aussi un personnage très très complexe, avec cette dualité de ces deux prénoms. On verra qu'il y a aussi deux lieux, puisque elle va vivre, et on va pas tout raconter. Vous avez évoqué le tsunami du Sri Lanka, la façon dont il va symboliquement aussi être une vague qui va emporter sa vie. Elle est prise, elle, entre deux hommes également. Là, tout à l'heure, on avait Lou qui était entre sa mère et sa sœur. Alors elle est entre Emmanuel et Élie, qui sont eux aussi deux beaux prénoms bibliques. Emmanuel, ça veut dire Dieu est en nous. Et ce personnage d'homme a un côté presque un peu de sauveur, je trouve. Vous lui donnez cette forme-là, mais pas le sauveur qui vient Zorro. Non, c'est un homme doux. Moi, je suis pas habitué aux hommes doux, et je trouve que ça me change, moi. C'est un homme bon. Ah, il est bon, oui, c'est vrai. Ça, c'est la balade de l'homme bon. Oui. Et il me semble que c'est un homme qui lui permet d'accéder à la part intacte d'elle-même, qu'elle a gardée pendant tout le long du texte, et la part qui lui appartient. Mais au-delà de ça, sans dévoiler, je voudrais dire que c'est également un homme qui l'aime assez pour respecter son secret. C'est un homme qui a la pudeur de l'amour, qui a la pudeur de celui qui aime de manière entière, mais qui, vous savez, moi j'ai participé à une émission de télé il y a 2 jours, et il me disait mais pourquoi elle ne le dit pas, et évidemment maintenant j'ai la réponse à la question, mais c'est trop tard, et je me dis, j'aurais dû lui dire, mais quelle est cette injonction de la vérité? D'où ça vient, l'injonction de la vérité à tout prix? Pourquoi il faut tout dire? Pourquoi ne pouvons-nous pas garder un tout petit peu à nous? Et cet homme-là, puisque je suis persuadée qu'il sait, sans vraiment savoir, mais il accepte qu'elle ne lui dise pas tout. Et quand il accepte qu'elle ne lui dise pas tout, elle peut, à ce moment-là, vivre, reconstruire. Et avec son beau-fils, justement, elle ne voudrait pas que lui, il sache tout. Pourquoi elle saurait tout? Pourquoi elle ne garderait pas, vous savez, cette expression « garder la face ». Pourquoi elle ne garderait pas la face, puisque sa dignité lui appartient? Alors,
Vous voulez lire? On avait dit que vous lirez. Oui. Alors, moi, j'ai un choix, mais le vôtre. Non, le vôtre. Non, mais dites-moi. Non, mais dites-moi. Non, vous. Non, mais vous. Non, mais je vous en prie. Non, je suis très polie, vous savez. Bon, Allez-y. alors, d'accord. Moi, j'avais choisi 2 passages. J'aime beaucoup celui dans lequel vous définissez ce que c'est qu'être une fille, à la page 73. Et j'ai beaucoup aimé la page d'un érotisme torride qui est la découverte de l'amour à la page 88-90. Alors, devinez ce que je vais lire. Ah, je ne devine pas, je voulais... Je vais lire pas la partie torride. La fille, être une fille. Oui, être une mais fille, bien sûr. exactement. Très bien, être une fille. C'est très beau ça, être une fille. On apprend des choses en vous lisant. 73, hein, c'est ça. J'ai bien mis un petit marque-page. Alors, je ne sais pas si on a le même découpage. Si, je l'ai. D'accord, allez-y. C'est juste, c'est vraiment un moment, d'ailleurs presque au milieu du texte, c'est un moment de bascule où elle a vécu 13 années. Je ne veux pas dire que ce sont 13 années merveilleuses, ce sont 13 années complexes parce qu'elle est entre un père très lettré, mais un père qui refuse la religion, qui lui fait l'école à la maison d'une manière hyper sérieuse, une mère un peu sorcière, un père qui... elle a une éducation où elle est seule chez elle, elle n'a aucun ami, elle n'a personne, mais quand même, dans cette complexité-là, elle apprend qu'elle a un esprit, et qu'elle a un cœur, et qu'elle a un corps, et dont elle peut se servir. Et au moment où, voilà, elle dit ce qu'elle va dire, et que je vais vous lire, elle comprend que ses parents ne lui ont pas tout dit, et qu'ils auraient dû, c'est presque une adresse à ses parents, et une adresse à tous ceux qui l'ont entourée pendant les 13 premières années de sa vie. Jamais personne ne m'a expliqué ce qu'être une pays dans ce... Je reprends. Jamais personne ne m'a expliqué ce que c'est qu'être une fille dans ce pays. Personne ne m'a dit « Attention à la manière dont tu cours dans la rizière en agitant les bras comme si tu voulais t'envoler. Ne chante pas comme ça tous les matins quand tu te réveilles. Prends garde au sourire que tu offres à n'importe qui. Ne t'allonge pas sur la véranda à côté du chien pour écouter aux portes quand les gens viennent voir ta mère. Ne t'assieds pas tous les soirs sur les genoux de ton père. Ne lave pas tes cheveux près du puits sans te préoccuper de qui peut te voir. Ne vole pas l'huile de groseille des bois dans l'armoire de ta mère pour t'en enduire la chevelure. Ne ris pas à gorge déployée quand tu gagnes à la belote. Ne te mets pas à danser quand ta chanson préférée qui parle d'amour et de chagrin passe à la radio. Et surtout, ne ramasse jamais, jamais une fleur de frangipanier fraîchement tombée pour la mettre derrière ton oreille. Personne ne m'a dit que sur le chemin, au-delà du jardin, de la rangée de bananiers, au-delà de la rizière, il y a des gens qui regardent comment grandissent les filles, qui surveillent leur poitrine, qui pointent sous le chemisier, leur taille qui se creuse, leurs hanches qui s'arrondissent. Personne ne m'a dit que j'étais stupide quand je prétendais qu'un jour, vraiment, il pourrait me pousser des ailes et que je m'envolerais libre comme un oiseau. Personne ne m'a dit qu'il fallait désormais danser avec moins d'envie, moins de passion, qu'il serait bon d'enlever les grelots, le rouge à lèvres, le noir aux yeux, et que le samedi de la fête après carême, il serait plus sage de jouer le rôle de paysanne ou de villageoise, aux yeux de celui de l'élu dont la bouche est close, mais dont le corps mime toutes les langues de l'amour. Personne ne m'a dit « Écoute bien la radio quand elle parle de ces gens qui sont sortis de leur lit en pleine nuit par des soldats et qu'elle annonce que la mort est brutale, que la mort est violente. Personne ne m'a dit « Demande à ton père ce que signifie la mort par pneu enflammé. Demande à ta mère ce que c'est qu'une fille gâchée. Demande à la cuisinière que tu appelles affectueusement Aya. Demande-lui, vas-y, demande-lui où est sa famille. Demande-lui comment elle a fait pour choisir entre ses 3 enfants quand l'armée lui en demandait un pour prouver son allégeance. Demande à Roy comment son œil est mort. Insiste pour savoir pourquoi il est parti. Personne ne m'a dit « Écoute bien la radio. Un jour, ça sera à toi. Ça sera toi à genoux. »
Personne ne m'a dit « Profite de ce ciel, de cette terre, de cette eau pendant qu'il est encore toi. Vautre-toi dedans, plonge, avale, étouffe-toi un peu avec. » Personne ne m'a dit « Bientôt ce sera fini, bientôt tu sauras ce que c'est une fille de ce pays. » Alors, on va aborder la dernière partie. Je crois qu'on est quasiment à la terme, au terme de notre rencontre, si on veut avoir quelques questions. Alors, on s'était demandé ce que c'était que cette alchimie qui fait passer le monde dans un livre. Peut-être un élément de réponse qui est une suggestion. De ces 3 livres et d'autres également, on sent une dimension politique au sens plein du terme, c'est-à-dire une romancière de l'intériorité, une romancière de la complexité des personnages, une romancière du destin, de tout ce qui est l'irrationnel, mais aussi, on le voit, le drame comorien, c'est un drame politique, c'est la France, hein, Mayotte c'est la France, le ciel par-dessus le toit, c'est la question de la liberté, de la détention, de l'absence de liberté, est-ce que la perte de liberté est une perte de dignité? Et puis ici, on l'entend, ce pays imaginaire, mais qui ressemble à beaucoup d'autres, dans lequel, on l'a compris, hein, le père et la mère ont été exécutés parce que ce sont des intellectuels qui osent penser, parce qu'elle va vivre aussi, elle, une trajectoire de ce qu'est la vie politique complexe. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une romancière politique aussi? Et comment l'appeler, ce souci que vous montrez d'interroger le monde qui est le monde extérieur et pas simplement le monde de l'intériorité? Non, mais votre question est intéressante. Il me semble que c'est en partie dû à ce que je fais parfois encore du journalisme, à ma curiosité et à mon besoin de savoir de quoi je parle. Je ne veux pas faire d'une situation géographique, d'un conflit, d'un drame, je ne veux pas faire de cela un motif littéraire. Tout à fait, c'est pas le roman à thèse, ça, on est bien d'accord, oui, heureusement. Ni quelque chose qui serait un exercice stylisé parce que j'ai envie d'écrire comme cela, ou j'ai envie de faire ça, et que, tiens, je veux parler de ces pauvres gens qui vivent là-bas. Et donc, je me documente, je lis énormément, j'écoute énormément, je vais à la rencontre énormément, et ça infuse en moi de manière parfois peut-être politique, mais non littéraire, et que j'essaye de rendre de manière littéraire par ça, par une parole qui est nue, qui est brute, et qui est dénuée d'atours, de maquillage. Oui, et puis, alors là, je peux dire que mon expérience de lecteur vérifie parfaitement ça. Ça n'est pas l'écrivain qui vient dans une espèce de posture ex cathedra et qui ferait un cours de philosophie politique ou de réflexion sociologique. C'est toujours au personnage, c'est toujours à l'action que vous donnez la possibilité, d'ailleurs beaucoup plus de faire réfléchir le lecteur que de lui asséner quelque chose qui soit un discours massif. D'ailleurs, vous évoquez Camus. La grande victoire de Camus sur Sartre, c'est que Camus a su inventer Meursault, faire réfléchir sur la question de l'absurde, sur la question du mal, sur la question de la peine, alors que Sartre a toujours, hélas, posé ses théories, ses thèses de manière, il faut bien le dire, pesante et utilisant le roman et non pas faisant vivre des personnages. Oui, et je crois aussi que souvent je commence quelque chose parce que je suis obsédée par un sujet, obsédée par un personnage, obsédée par quelque chose qu'on m'a raconté. Là, j'ai une amie qui est dans la salle qui enseigne aux allophones. C'est quelque chose qui m'obsède beaucoup, mais je n'arrive pas. Peut-être un jour je n'écrirai jamais, mais souvent je pars du principe que je ne sais pas et que j'écris en apprenant et que plus j'écris, plus je comprendrai. Et que pour moi, le grand pouvoir du roman, c'est de dire mieux. Je vais juste donner un exemple. Je suis née à l'île Maurice, qui est à 600 km de l'Afrique du Sud.
quand j'étais jeune fille, on nous apprenait à l'école l'apartheid. Voilà, je comprenais, etc. C'était heureusement terminé, mais je comprenais. Mais c'est le jour où j'ai lu Une saison blanche et sèche d'André Brink que j'ai compris. Que je me suis dit, ah, ça fait ça. C'est ça que ça fait au cœur. Non seulement que c'est ça que ça fait au cœur, mais c'est ça qu'on transmet à ses enfants quand on a souffert comme ça. Oui, c'est ça la force du roman. D'ailleurs, il y a une belle formule que vous donnez, vous dites « c'est ton pays, c'est ta fiction ». Vous mettez en parallèle... oui, mais c'est parce qu'on me demande de quel pays je viens, et j'ai toujours l'impression qu'à chacun de mes romans, c'est mon véritable pays, ce roman-là. Et que dans celui-ci, je fais entrer en effet tous ceux qui le peuplent, la nature, l'eau, le ciel, et que, comme tout romancier, j'espère qu'on y croit à ce pays-là. Oui, oui. Ah oui, je peux vous assurer qu'on y croit. Bien, on va finir sur cette formule. Je crois qu'on peut applaudir Natacha. Voilà. Et puis, on a parfaitement respecté le timing. Donc, des questions. Eh bien, si vous avez, puisque vous avez, comme vous avez des questions, Natacha va y répondre. Le plus dur, c'est toujours la première question. Ah, très bien. Alors, peut-être est-ce qu'on peut faire passer un micro? Oui, je crois qu'on va vous donner un micro. Il doit être en route. Oui, voilà, le micro arrive. Très bien. Le micro descend. Où est la question? Ok, super, merci. C'est bon. Merci. Voilà. Le micro a été... ce sera la deuxième question. Voilà, allez-y. Moi ? Oui. Sauf erreur de ma part, je crois que votre livre fait partie de la première sélection pour l'Académie française. Oui, et sans erreur de ma part, le livre ne fait plus partie de la sélection finale. Dommage. C'est tombé hier. Voilà. Alors, je n'ai pas encore lu ce dernier ouvrage. Mais malgré cela, j'espère que vous allez lire. Voilà, je l'ai en ma possession. Parce que l'Académie française, puisqu'ils ne m'ont pas retenu, je peux balancer, sont très machos. Donc il n'y a que trois messieurs. Donc voilà. C'est ridicule ce que je viens de dire. Hein. Alors, Madame avait une question au deuxième rang. Oui, je voulais savoir pour Mayotte, dans quel cadre vous étiez partie aussi longtemps et pourquoi vous avez eu envie d'écrire sur cette île? Je suis partie dans un cadre privé, donc pas du tout pour le travail, en famille. Et pourquoi j'ai eu envie d'écrire? Là, je vais répondre de manière tout à fait simple à cette question parce que ça m'a obsédée et parce que je n'y arrivais pas. Donc je n'y arrivais pas, mais ça m'obsède en même temps. Et j'avais vraiment l'impression que ce qu'on disait n'était pas juste. Et puis surtout, j'avais vraiment envie de... Vous savez, je crois que ce qui me manque aussi dans ce genre de territoire où on ne raconte toujours qu'une histoire, qu'un genre d'histoire, c'est le romanesque. Nous, en France, on a une somme de romanesque sur les insurrections, sur les guerres, sur les guerres intimes. Et la présence de romans, de romanesque sur ce que nous vivons véritablement permet de déployer autre chose et parfois de réparer. Et moi, mon plus grand désir, c'est qu'il y ait encore d'autres romans sur Mayotte, puisque c'est le premier. Enfin, il y a des romans de Mahorais, mais qui sont très fleurs bleues. C'est-à-dire, il y a toujours une Comorienne qui arrive à Mayotte par la barque, qui rencontre un gentil Mahorais et qui se marie et qui a des papiers. Voilà, j'aimerais qu'il y ait plus de romans, de pièces de théâtre, et que ça soit publié en métropole, comme on dit, et que ça ait l'audience que Tropique a eue. Une autre question?
bonsoir Natacha. Bonsoir. On est un groupe d'élèves de l'institution Saint-Pierre, de collégiens. Oui. Avec moi-même enseignante. On est là pour vous écouter depuis quasi. On vous remercie déjà de cette belle initiative à la bibliothèque également. Merci à vous d'être venus. On est ravis ravis de vous connaître. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que vous étiez canaise d'adoption, comme vous disiez tout à l'heure. C'est un vrai plaisir. Nous, on n'a pas encore eu le bonheur de lire votre dernier ouvrage, mais on ne va pas tarder. Par contre, on a étudié ensemble un de vos ouvrages qui s'appelle Le Dernier Frère. Oui. Et en vous entendant parler tout à l'heure de la façon dont vous aviez l'intuition de chercher au plus profond de la réalité votre thématique et surtout vos personnages, en parlant de la prison par exemple, moi personnellement je voulais vous demander dans quel coin vous êtes-vous caché et pendant combien de temps avant de dégoter le personnage de Raj dans Le Dernier Frère. Et où vous fait oublier, du coup, qui vous l'a inspiré. Et je voulais vous dire aussi personnellement que je trouve extraordinaire cette façon de vous glisser dans la peau de votre personnage, un narrateur principal, narrateur-personnage, en le racontant en même temps avec une telle maestria. Et puis, en étant tout simplement l'auteur, mais en rentrant dans la peau du véritable personnage en même temps. Donc, qui est Raj? Et puis, je pense qu'il y a 2 ou 3 peut-être questions parmi mes élèves aussi. Merci beaucoup. Alors, juste pour contexte, Le Dernier Frère est mon 4e roman qui parle d'un camp de prisonniers juifs à l'île Maurice entre 1940 et 1945, entre août 40 et janvier et août 44 pour être précis. Alors, juste après, je répondrai plus précisément à cette question. Moi, j'ai vécu 20 ans à l'île Maurice. Je ne connaissais pas cette histoire, pas du tout. Il y a un cimetière à l'île Maurice qui s'appelle le cimetière de Saint-Martin, où il y a 126 tombes juives. Je suis tous les dimanches, ou presque, nous allions à la mer, nous passions devant. À l'école, on m'a parlé des plages du débarquement, on m'a parlé de plein de choses, de la Seconde Guerre mondiale, et j'ai toujours pensé que moi, j'étais née sur une île qui était étrangère à cette histoire mondiale. Et voilà, ça fait quelques années que je vis en France, et il y a un ami qui me dit: je suis allée à l'île Maurice et j'ai visité le cimetière juif. Et moi, mes premières années en France sont très marquées par la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, par la place que ça a ici, par les traces. Je suis vraiment très, très intéressée par ça, peut-être parce que je me dis, moi je viens d'un pays complètement, presque intact de cela. Et il me dit: j'ai visité le cimetière juif. Je lui dis: mais de quoi tu parles? Elle me dit: mais tu connais pas le cimetière juif? Je lui dis: non, je ne sais pas de quoi tu parles. Et c'est là que je découvre cette histoire, et j'ai 25 ans. Et je suis vraiment prise d'une sorte de colère. Je me dis: mais comment est-ce possible? Comment c'est possible de ne pas savoir que pendant 4 ans et demi, 1500 juifs sont arrivés à l'île Maurice dans des conditions, c'est-à-dire que ce sont des juifs d'Europe qui voulaient rejoindre la Palestine et qui ont été refoulés parce qu'il y avait trop de monde à Haïfa. Et donc, Haïfa étant un port britannique, ils ne voulaient pas refouler ces gens-là en Europe. Ils se disent: mais où les mettre? Et l'île Maurice étant colonie britannique à cette époque, ils décident de les envoyer à l'île Maurice. Et tenez-vous bien, ils se disent: mais tiens, ces gens-là n'ont pas de papier. Encore une fois, ces gens-là n'ont pas de papier, donc on va les emprisonner, on va les mettre en prison. Donc ils restent 4 ans en prison. C'est pas un camp de travail, hein, je précise. Ils ne doivent pas travailler, c'est juste ils sont emprisonnés, ils n'ont pas de papier et on ne peut pas les renvoyer chez eux. D'abord, les hommes et les femmes sont séparés, ensuite ils sont ensemble, enfin bon, voilà. Et moi, je cherche comment raconter cette histoire-là. Je cherche pendant des années comment raconter cette histoire-là. Et ça rejoint ce que je disais à Franck à la fin, c'est-à-dire comment faire de cette chose-là un roman
qui ne devienne pas un motif littéraire, parce que je ne peux pas, je ne veux pas, je n'ai pas le droit de me substituer à une voix qui existe encore, puisque les enfants, les petits-enfants, on les appelle les prisonniers de Beaubassin, des prisonniers de Beaubassin existent encore. Certains, il y en a une qui est américaine, a écrit un livre que j'ai obtenu presque en marché noir. Elle a 2 pages sur l'île Maurice et elle dit sa haine pour ce pays. Elle dit c'est un pays horrible. Ensuite, il y a 2 textes qui ont été donnés au Yad Vashem, au musée. Donc il n'y a rien vraiment à cette époque. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent. Il y a un mémorial aussi. Mais il n'y a rien. Et moi, je me dis, mais comment je vais raconter cette histoire-là? Et je tente évidemment par un personnage extérieur, par un adulte, par un enfant. Et un matin, vraiment, c'était vraiment un matin, je me dis, comme pour rien ne t'attendant, à partir du moment où je comprends ma place d'écrivain par rapport à cette histoire-là, par rapport à qui raconte cette histoire, et véritablement, si vous voulez, ma place physique, pour rien ne t'appartient, c'était le corps qui parlait. Et là, moi, je me dis, mais en fait, ça va être un vieux monsieur qui ne savait pas. C'était son ignorance qui parle. C'est son chagrin qui parle. C'est le chagrin de ne pas avoir su. Donc, ce monsieur s'appelle Raj. Il a presque 80 ans, je crois. Oui, à peu près. Quoi, vous me direz, ça fait un moment. 70. Oui, il a quel âge? 70. 70, pardon. Et il se souvient de ce garçon qu'il a connu, mais il ne savait pas qu'est-ce que c'était un juif. Il ne savait pas qu'il y avait la guerre. Et à partir du moment où j'ai trouvé cette place-là, qui était la mienne, j'ai pu raconter cette histoire. Merci beaucoup. Est-ce que... Comment vous choisissez les histoires pour les raconter à partir de toutes que vous avez écoutées? Comment vous choisissez une en particulier? Et écouter, c'est-à-dire? Celle que vous entendez, que les gens vous racontent. Mais parfois, les gens ne me racontent rien. Parfois, c'est des choses qui m'intéressent moi profondément. Par exemple, Rien ne t'appartient, l'effet de la mémoire sur plusieurs années, l'effet d'une tragédie sur le corps, ça me parlait. Pour Le Dernier Frère, ce qui m'intéressait, c'est comment on ne pouvait pas savoir. Et ça, personne ne m'a jamais rien raconté. Et je devais inventer un monsieur qui voyait un autre garçon quand il était jeune et qui l'a pris pour son ami, qui l'a pris pour son frère. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Le Dernier Frère. Et après, par exemple, pour Mayotte, c'est vrai qu'on m'a raconté plein de choses, mais jamais je ne choisis quelque chose, je ne vole l'histoire de quelqu'un, je la nourris de ce que moi je peux ressentir, d'autres, et après ça, je construis quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, je ne crois pas. Bien. Eh bien, écoutez, merci Natacha. Merci à vous. On vous applaudit encore. Et maintenant, vous allez signer. Voilà, vous allez travailler, faire vos pages d'écriture. Merci à tous. Merci.